surtout du scandale de l'OTAN. Bonjour Georges. Bonjour Alexis. Tu nous entends? Tout va Vous allez bien? bien? Bah, impeccable. Et toi, Ouais, je vous comment ça va? entends. Est-ce que vous m'entendez? Eh Super. ben, très bien. Très, très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je sais que tu n'es plus président de République Souveraine, puisqu'il y a eu un congrès. Tu es maintenant rédacteur Non. en chef de Fréquence Populaire, que je vous invite à aller voir, qui est le média de République Souveraine, et qui parle de tous les sujets de souveraineté et autres. Tu es un de ceux qui avait alerté en premier sur le scandale de l'OTAN, OTAN Gate, sur cette centrale d'achat de l'armement américain qu'est l'OTAN, où on a appris qu'il y avait quand même de graves scandales de corruption, et on parle là de millions d'euros dans des contrats d'armement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce scandale? Et puis après, on parlera bien sûr d'autres sujets d'actualité avec toi. En fait, de millions, Alexis, on peut parler de milliards bientôt. Il faut se rendre compte, avant de dire de quoi on parle. Enfin, on parle d'une agence qui s'appelle la NSAP. C'est l'agence d'acquisition des matériels de l'OTAN. Personne ne connaît ce truc. C'est une agence qui brasse des milliards. Son budget de fonctionnement habituel est de 7 milliards d'euros. Elle est basée au Luxembourg. C'est pratique pour pas de raison fiscale. Et elle s'occupe de l'achat des matériels militaires, des munitions, de l'essence pour tous les pays membres de l'OTAN, mais aussi leur stockage, leur déplacement, les éventuels hôpitaux militaires. Bref, c'est la logistique de l'OTAN. Et quand on sait comment fonctionnent les guerres, eh bien, c'est le nerf de la guerre, la logistique. Et ça devient d'autant plus intéressant depuis la guerre en Ukraine. Ouais. Et je dis qu'on va passer à des milliards parce que cette agence a déjà un beau budget, mais depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu un sommet de l'OTAN qui a été la première capitulation supplémentaire après de multiples capitulations, mais une très très grosse capitulation des États européens, donc cet été, avant la capitulation d'Ursula von der Leyen, qui a signé un accord qui porte le nom d'accord, mais qui n'est pas un accord, puisque on doit tout donner aux Américains et eux rien. Mais avant, il y avait le sommet de l'OTAN, et Trump avait dit, et tout le monde a eu le petit doigt sur la couture du pantalon, à part les Espagnols, il faut quand même les saluer, qu'ils ont un peu le courage, quand on veut résister, on peut, qui a dit, maintenant les gars, c'est 5% du PIB. Alors, 5% du PIB, ça ne veut pas dire toujours grand-chose pour les gens. On a un budget de la défense, là, comme ça, allez, pour faire simple, qui est à 50 milliards d'euros. C'est bien déjà. Hein, et ben, si on monte à 5% du PIB, parce que là, 50 milliards, il est juste en dessous de 2%, à la louche, ça ferait un budget de 125 milliards. Alors déjà, il faut faire des économies partout et casser tous les services publics. Mais là, il faudrait rajouter 75 milliards par an. Bon, autant dire qu'il n'y aura plus d'hôpital public, ni d'école, ni rien de fonctionnel dans ce pays. Mais d'ailleurs, Amélie de Montchalin l'expliquait sur le plateau d'un média, c'était dimanche, que oui, l'État, vous savez, c'est moins de profs, parce qu'il y a moins d'enfants dans les écoles. Par contre, c'est plus de militaires, plus de gendarmes, plus de policiers, et bien sûr, beaucoup plus d'armes achetées à l'OTAN. On est vraiment dans cette configuration où on voit bien que nos impôts servent à financer la guerre de l'OTAN, qui est préparée pour 2030, visiblement. C'est dans 3-4 ans, nous dit le chef des armées, qu'on doit se préparer à un choc avec la Russie. C'est quoi ce délire, en fait? À quel moment on dit stop, on arrête les frais? Je ne suis pas certain qu'ils préparent réellement une guerre. Parce que ça fait... Mais regarde les Russes, par exemple. Les Russes, ils se sentent, que ce soit vrai ou pas vrai, peu importe, ils se sentent depuis 2004, 2007, 2008 menacés par l'OTAN. Et donc, ils se préparent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé leur état-major, ils améliorent leur système de combat tactique, ils augmentent leur production d'armement, ils font de nouveaux missiles, on l'a vu. Nous, ça fait 3 ans et demi que la menace russe pèse, que demain les chars russes seront dans Paris. On n'a pas développé une seule ligne de production supplémentaire d'armes. On n'a pas de population de réservistes. Il ne se passe rien en réalité. C'est un peu comme le moment du Covid. Tout le monde s'est rendu compte qu'on ne fabriquait rien, ni masque, ni respirateur, ni médicaments. Depuis, on sera toujours autant en slip
avec la prochaine crise. Pourtant, on était en guerre, tout ça. Enfin bref, vous vous souvenez aussi bien que moi. Ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est que donc, comme on n'a pas augmenté les lignes de production et que de toute façon, l'industrie de défense n'est pas contrôlée par l'État, c'est des industries privées qui attendent des commandes et qu'elles ont une production. Elles ne peuvent pas produire plus, ça ne se fait pas en une usine de production d'armes. Eh bien, tout cet argent supplémentaire, puis là-dessus, il faut rajouter parce que tout ça est sorti en même temps, le rapport Draghi qui incitait à emprunter 800 milliards par l'UE, principalement pour se préparer quand même à la guerre. Donc, c'est énormément d'argent. Et cet argent va aller où? Eh bien, comme tu l'as dit, c'est ça le nœud du problème dans cette affaire de corruption, c'est qu'il va aller à l'appareil militaro-industriel américain principalement. Alors, bien sûr, les industries européennes sont ravies, que ce soit Thales ou Rheinmetall, ils se portent très bien, ils auront de beaux carrés de commandes, mais ça va être des miettes, c'est un peu comme d'habitude, c'est un petit peu des miettes. Et le gros, ça sera Raytheon, ça sera Lockheed Martin, ça sera toutes les grandes entreprises multinationales de défense américaines. Dont le problème, il faut bien se rendre compte, ça, c'est Eisenhower, le président américain Dwight Eisenhower. Je ne sais pas si tout le monde sait qui est Dwight Eisenhower, mais on pourrait dire, c'est quand même, à part Patton, c'est un putain de général américain. C'est commandant des forces alliées qui organise le débarquement de 6 juin 1944. Ce n'est pas vraiment n'importe qui. Il est président et en 1956, quand il quitte la présidence, il fait un discours où il dit « Notre démocratie est menacée par la mainmise sur nos institutions de l'appareil militaro-industriel. » On est en 1956. Depuis le Vietnam, l'Irak. Alors maintenant, c'est encore pire. Bon, Dwight Eisenhower n'a pas été suivi. Donc pour ces gens-là, le problème n'est pas tellement de faire une guerre avec des objectifs militaires, de réussir quelque chose. L'objectif, c'est qu'il y ait la guerre. La menace de la guerre, le risque de la guerre, Vietnam, Irak, Libye, Serbie, Ukraine, c'est très peu d'importance. L'important, c'est de vendre et de faire du fric. Et donc, tout s'organise autour de cette agence pour mettre ça en place. Et pour que ce soit bien fait, sa directrice est une certaine Madame Cummings, et c'est très pratique, elle avait la même fonction, mais pour les armées américaines avant, parce que c'est une haute fonctionnaire du ministère. Ça, c'était pour nos abrutis qui considèrent que l'OTAN, c'est un truc où se réunissent des pays indépendants. Bon, tout ça est très drôle. Et pour que ce soit vraiment bien sous contrôle, quasiment tous les directeurs de cette agence sont anglo-saxons, plutôt américains, un peu britanniques. Et puis, il y avait un Français dans le lot, Patrick Fesquet, qui était un des directeurs des achats de la NSPA pendant 20 ans. C'était le seul Français qui avait un grade A6. Et ça se justifiait vu l'industrie de défense de la France. On fait quand même des beaux avions, des chars, tout un tas de trucs. Elle émet des excellents canons César, comme on sait. Ouais. Et Madame Cummings, c'est en particulier sous Macron. Donc Emmanuel Macron sait tout ça. S'est occupé de placardiser Monsieur Fesquet. Et puis, donc il n'est pas viré, mais il s'occupe des gommes et des crayons dans un bureau avec un très bon salaire, ce qui est toujours agréable. Mais bon, il ne s'occupe plus trop des achats. Et donc, on va avoir cette manne financière, emprunt européen, augmentation des budgets de la défense, qui a été initiée déjà par Emmanuel Macron, donc d'achat du matériel militaire, surtout américain. Et c'est cette agence-là qui va s'occuper de répartir les contrats, organiser les achats. Et là, je vais finir là-dessus. Ce d'autant plus que depuis le début des années 2000, l'OTAN a mis un truc vachement malin en place. Ça s'appelle la Smart Defense. Smart, c'est smart, c'est smart, c'est intelligent, c'est smart. Dont l'objectif était de mutualiser les systèmes d'armes OTAN avec les mécanismes américains et puis de répartir la production des armes de manière à ce que ce soit bien difficile pour un État de contrôler. Alors, François Hollande et Emmanuel Macron, alors François Hollande était président, Emmanuel Macron était ministre de l'économie, ils ont par exemple permis à ce qu'un de nos fleurons industriels, un truc qui s'appelait Nexter, avant c'était Giat Industrie, avant c'était les arsenaux royaux, c'est un truc qui remonte quand même à Louis XV,
eh bien, ils ont fusionné ça avec Kriegmeier-Wegmann, qui est un truc allemand qui fait les chars Léopard. Voilà. Et cette entreprise qu'ils ont créée a son siège social aux Pays-Bas. Comme ça, ils ne payent pas trop d'impôts, puis aucun État ne le contrôle. Bon. Et j'ai perdu le fil. Donc, c'est pour dire que... En fait, comment ils ont organisé déjà le financement de cette défense européenne, hein, puisque clairement, on voit bien que les intérêts français ne sont pas défendus, et avec cet exemple allemand, là, par exemple, où vraiment les présidents français, que ce soit Hollande, Macron, mais j'imagine Sarkozy, qui a réintégré le commandement intégré de l'OTAN, sont responsables de ça. Ils ont choisi, sans jamais demander d'ailleurs l'avis du peuple français, hein, d'aller dans ce sens-là. Exactement. Et ils ont choisi d'abandonner des pans entiers industriels dans ce domaine comme dans d'autres. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron a été élu président après avoir assuré la vente d'Alstom. Pas que d'Alstom, mais Alstom quand même ça pique, puisque c'est en gros un des éléments centraux qui assure notre dissuasion nucléaire, à General Electric, profitant de la manne financière pour se faire financer sa campagne présidentielle de 2017. Il y a un très très bon rapport parlementaire qui a été écrit par un certain Marlex. Enfin, pas que Marlex, le député Marlex, dont le malheureux s'est suicidé. C'est un rapport public. J'invite chacun à lire ce rapport parlementaire. Le concept de haute trahison n'est pas écrit directement dans ces termes, mais il est entre les lignes de chaque paragraphe de ce rapport, très détaillé sur la vente d'Alstom. Bon, donc une fois qu'on vend Alstom, on peut tout vendre. Donc voilà, Nexter par exemple. Donc ces gens-là n'ont pas défendu les intérêts français, et évidemment Emmanuel Macron ne s'est pas occupé de protéger. Il aurait pu. On a quand même l'arme nucléaire. On aurait un président qui aurait à cœur de défendre les intérêts français, et même, imaginons même si c'est un bourgeois de droite qui veut défendre les intérêts de la défense, pourquoi pas. Il aurait dit, ça se passe pas comme ça, on n'a qu'un seul acheteur, directeur de grade A6 à la NSPA. Nous, on souhaite qu'il soit maintenu, et on veut savoir qui achète quoi. D'ailleurs, on veut aussi qu'on achète nos matériels, parce qu'on a comme les Américains, on a des usines, on veut que les gens travaillent, et on veut qu'il y ait de la richesse qui rentre en France. Ça, ils s'en occupent pas, et c'est bradé. Donc les postes de direction dans cette agence ont été abandonnés. On n'a plus aucun contrôle. C'est une agence à la main des États-Unis, et qui va assurer la vente, enfin l'achat du matériel colossal qui va être fait qui se fait en ce moment, qui va être fait dans les années à venir pour augmenter les défenses des États européens. L'Allemagne veut devenir l'armée la plus puissante d'Europe. C'est jamais très bon pour la France. En général, ça tourne mal. La dernière fois, je vous rappelle, il y a un monsieur qui a une petite moustache. Son objectif était d'envahir l'URSS, mais il a commencé par la France. Bon. C'est pas très bien terminé pour nous. Parce que ce qui est terrible, mais j'en parlais moi quand Ursula von der Leyen a lancé, suite au rapport Draghi, sa formidable idée de 800 milliards d'euros de fonds européens pour la défense, donc c'est quand même un milieu où les pots de vin, les bacs chiches sont monnaie courante. On a vu le nombre d'affaires autour de cette industrie de l'armement. Ursula von der Leyen, elle est déjà prise dans un scandale financier sur l'achat des vaccins, où elle ne veut pas publier les SMS qu'elle a échangés avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, où il y a une opacité totale sur la façon dont ces vaccins à hauteur de milliards d'euros ont été signés par la présidente de la Commission européenne. Et là, elle ouvre un nouveau pan de corruption possible sur 800 milliards d'euros d'argent des Européens, sans que ce soit remis en cause, sans qu'on ait jamais, encore une fois, été consulté, en disant ça va très bien se passer. Alors, sur le scandale de la NSPA, cette centrale d'achat de l'OTAN, il faut savoir qu'il y a 11 personnes qui donc ont été pris la main dans le sac, qui monnayaient des informations confidentielles sur les appels d'offres militaires, des anciens militaires pour la plupart, des pots de vin à hauteur de millions d'euros entre des entreprises de défense et ces intermédiaires. Il y a un ancien militaire, enfin plusieurs anciens militaires, mais il y a surtout un Américain, Scott Willasson, ancien crade de la NSPA et qui était consultant, et ça va partout, c'est avec des industriels turcs, grecs et autres. Comment on va faire le ménage? Parce que j'ai l'impression que personne va s'intéresser à ce scandale de l'OTAN. Alors il y a eu quelques lignes quand même dans les médias, mais aujourd'hui,
à l'issue de ces enquêtes? Est-ce que le ménage va être fait ou est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence? Mais non, l'idée, c'est que le ménage ne soit pas fait, justement. Eh C'est monté de cette manière. Avant de répondre à ta question, je t'ai envoyé le lien de la vidéo qu'on avait fait. Nous, ça nous avait beaucoup surpris parce que c'est une vidéo qu'on a sortie en juin, qu'on a beaucoup travaillé. Le sujet, on l'a fait on l'a monté avec des images et c'est une de nos pires vidéos en termes de succès. Sans déconner. On fait des vidéos, par exemple, qui montent à 500 000, 700 000 vues. Là, c'est 7 000, poussivement. Donc, elle a été clairement bloquée. Invisibilisée, comme on dit. Et quoi, parce qu'il y a un mot-clé? On s'est rendu compte, tu disais, on n'en parle pas trop dans les journaux, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une dépêche à AFP. Il y avait aussi un article dans le Figaro. Le Figaro, hein, c'est pas la gazette d'un sous-bled dans le Gers. Et quand on voit le nombre de lecteurs, là c'est quand même frappant. 40, 60 lecteurs. Donc, c'est sorti un peu, mais complètement invisibilisé. Ouais. Donc là, ça a un petit peu bougé, mais ça va être très vite ressorti la semaine dernière, on va dire. Voilà, voilà, c'est ressorti la semaine dernière, mais ça va être assez vite étouffé, puisque c'est quand même c'est allé assez loin. On a une responsable des ressources humaines canadienne de cette agence qui avait porté plainte. Hein. Il y a quand même des gens qui ont déjà été arrêtés par la justice belge. On ne va pas rentrer dans les détails. Avant le sommet de l'OTAN, une lettre officielle avait été envoyée de plainte interne à Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Donc ça, c'était il y a 6 mois. On met tout ça et à chaque fois, évidemment, on laisse passer un peu. Il y a un petit peu d'articles qui sont écrits et puis plus rien. En fait, pour que ça aboutisse, il faudrait qu'un responsable politique d'un pays un peu sérieux, puissant, comme la France par exemple, mais s'en occupe. Que son ministre de la Défense tape du poing sur la table et dise non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et là évidemment, ça poserait, ça ferait des remous. Et sauf que notre président... Hein ? C'est pas du tout ce qui se passe. La personne dans le monde politique n'a pris ce dossier qui est quand même un dossier clé, la corruption au sein de la centrale d'achat de l'OTAN, pour dire stop, on arrête les frais. Moi, je ne continue pas à cautionner ce système. On a tout le contraire, hein, des Européens qui se couchent devant Donald Trump, qui sont prêts à dire allez, on met les 5% de PIB, on achète encore plus d'armes. Mark Rutte, qui est vraiment l'idiot du village, qui a été mis à la tête de l'OTAN, je pense, pour ça, parce qu'il obéira à tout ce que lui dit Washington et il sera un VRP formidable. Mais un président français, ça ne doit pas faire ça, bon sang. Un président français, ça ne reçoit pas le Citizen Global Award de l'Atlantic Council le lendemain de sa reconnaissance de l'État de Palestine. Voilà. Quand même, parce que donc j'imagine que vous en avez parlé aussi ici, c'est tellement gros et ridicule. Non, vous n'en avez pas parlé ? Si, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai expliqué j'ai expliqué que Macron, parce qu'on dit la solitude de Macron, c'était l'époque où il cherchait encore un gouvernement. Je dis, il n'est pas seul. Il travaille dans l'autre équipe. C'est juste qu'il travaille avec BlackRock, avec Vanguard, avec Raytheon, avec tous les autres, mais il ne travaille pas pour les Français. Mais il faut se mettre ça dans la tête. Macron n'est pas un président qui est là pour les intérêts des Français. C'est tout. Voilà, donc il a reçu son prix, comme tu l'as dit, des mains de Larry Fink. Ouais. Il est PDG de BlackRock. C'est son mentor à l'Atlantic Council. Donc Larry Fink, c'est BlackRock. BlackRock qui possède des parts de Vanguard, Vanguard qui possède des parts de BlackRock, chacun possédant des parts de Merrill Lynch qui possède des parts des uns et des autres, et tous possèdent des parts très importantes des industries de défense. Et des titres de la dette française également. Et des titres de la dette française. Voilà. C'est important de rappeler que ce sont des propriétaires aussi des créanciers de la France. Ouais. Voilà, un autre pays sérieux, ça pourrait être l'Allemagne. Ah, c'est ballot, Merz était le représentant de BlackRock avant en Allemagne. Donc personne ne fera rien. Aucune. Et si par malheur, si quelque part un haut fonctionnaire intègre se dit c'est pas possible et commence lui-même à travailler, il sera, on lui expliquera écrasé. Il faut se détendre. Hein. Déjà, on a vu la vague sinon, de on vous envoie dans une sous-préfecture. Puis calmez-vous, monsieur, madame. Bon, alors, ce qui est terrible, c'est que c'est un peu ennuyeux comme sujet. Parce que je veux dire, c'est pas quand on a fait l'enquête,
se pencher sur qui achète le carburant pour les troupes de l'OTAN. Bon, c'est pas non plus le sujet le plus sexy. Et les choses vont se passer de cette manière, c'est qu'on va avoir les habituels comme Raphaël Glucksmann, donc qui vont être dans les valeurs. Il faut défendre les valeurs européennes, il faut aller faire la guerre pour ceci, pour cela. Et puis, les vrais gens sérieux vont s'occuper de fournir les armes à qui de droit et se faire énormément d'argent là-dessus. Oui, je disais, je t'ai envoyé le lien parce que voilà, ceux qui nous écoutent, ça serait super sympa si vous voulez bien aller voir la vidéo, au moins la faire tourner, pour qu'elle remonte. Et d'ailleurs, je vous invite pour ceux qui ne seraient pas abonnés à Fréquence Populaire, et on peut faire pareil avec toi, Alexis, venir et vous abonner à Fréquence Populaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, certains nous disent, mais pourquoi vous faites des trucs? Il y a Toxin, il y a Alexis, il y a Monde Moderne, il y a Fréquence Populaire. Mais en fait, regardez les néolibéraux, ils ont des milliers de chaînes et de radios et de médias. En fait, on fait tous du boulot, mais on n'a pas les puissances chacun d'une chaîne de télé. Et donc, le travail qu'on fait, en fait, se nourrit l'un l'autre plutôt que se gêne. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se soutenir les uns les autres. Absolument. Et allez vous abonner à la réinformation. Et donc, nous, on va insister. Alors, ce qui est bien, c'est alors, étonnamment, la vidéo, tu sais, on avait appris, il y avait eu je crois que c'est le patron de YouTube France, ou en tout cas un des patrons européens de YouTube, qui avait franchement dit, non mais vous savez, nous on ne bloque rien du tout. On a une charte de fonction YouTube. Ouais. Je crois qu'il était honnête. On a une charte de fonctionnement. Voilà, s'ils respectent, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on a des hauts fonctionnaires européens qui nous appellent pour invisibiliser une vidéo. Bon, voilà. On rend service. Et il a dit ouvertement. Il avait dit, c'était une audition à l'Assemblée nationale. C'était une audition à l'Assemblée nationale, expliquant qu'ils avaient toujours collaboré avec le pouvoir et qu'ils avaient toujours répondu positivement aux demandes de censure, enfin de modération. Et c'était ouvertement, il l'a dit publiquement dans une commission d'enquête, absolument. Sans être gêné. Hein. C'est ça. C'est comme ça que et ça nous, marche. on a pu le tester puisque cette vidéo a été vue 120 000 fois sur TikTok. Oui, donc TikTok, ça marche. Ici, un truc. Voilà, les Chinois, donc les Chinois, chacun a ses. Les Chinois, c'est quelque chose qui enquête sur la corruption dans l'OTAN, donc eux, ça les amuse, évidemment. Ouais. Donc voilà, on voit l'affrontement géopolitique à travers les réseaux sociaux, mais clairement, personne ne s'occupera de ça, parce que c'était ta question initiale, rien ne va changer. Non. Et au contraire, rien ne va changer il faut comprendre qu'aux États-Unis, la corruption est institutionnalisée. Chez nous, on a de la corruption. On ne peut pas aller voir un politique. Thalès ne peut pas aller voir un député et lui dire tiens, je te paye 200 000 €, ça serait bien de pousser l'augmentation des crédits de défense et puis nous, on vend des super trucs. Ce n'est pas possible. Il y aura un scandale si c'était révélé. Mais aux États-Unis, c'est autorisé. Et depuis Barack Obama, il n'y a plus de plafond. Donc, vous pouvez être un industriel, choisir. Alexis Poulain, écoute, tu as une belle gueule, tu as une belle cravate, je pense que tu peux être sénateur du Wyoming. Il n'y a aucun problème. J'adore le Wyoming. On va te donner 120 millions pour toi. D'ailleurs, tu vas devenir riche, puisque 90% des congressmen entrent pas millionnaires et ils sortent millionnaires. C'est vachement bien. Tu auras un beau ranch et tout, ta vie va être bien. Et puis, tu n'auras même pas à t'embêter parce qu'on a le droit d'écrire tes lois et les amendements. C'est officiel. Ce sont des lobbyistes. Là-bas, officiellement, les politiques sont des lobbyistes. C'est ce qu'on fait à Bruxelles. C'est ce qu'on fait à Bruxelles. Voilà. Hein, le Parlement européen, la Commission, ce sont des lobbyistes. Hein, c'est la même chose. Sauf que c'est légal aux États-Unis, tu comprends? Donc, si il n'y a aucun moyen de bloquer quelque chose qui est légal. Donc, aux États-Unis, ça ne s'arrêtera pas. L'appareil militaro-industriel a la mainmise sur le Congrès. Et donc, il n'y a aucune chance. Et comme c'est Mme Cummings et ses copains anglo-saxons qui dirigent la NSPA, il n'y a évidemment aucune chance que les choses soient claires et limpides pour le commun des citoyens ou des journalistes. Donc, ça restera bien obscur et corrompu.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'on parle là de corruption, clairement, entre d'anciens militaires et de l'industrie de l'armement, sous l'égide de l'OTAN. L'OTAN qui est bien gênée, mais qui ne va rien faire, qui va gérer davantage de milliards encore, avec cette guerre en Ukraine qui persiste et signe. Et on voit bien que pour les États-Unis, c'est normal, puisque, comme tu le dis, c'est un système institutionnel qui fonctionne comme ça. En Europe, ça devrait nous poser quand même un grave problème, et de dire, mais on ne peut pas cautionner un système. Sauf que visiblement, tous les dirigeants européens, tu le disais, Merz, Macron sont passés par l'assentiment de BlackRock et des autres, et donc font une politique à l'américaine pour un système qui n'est pas fait pour ça. Et on ne voit pas aujourd'hui un politique médiatique, parce qu'il y en a des politiques qui veulent sortir de l'OTAN et de l'Europe, dire il faut arrêter les frais, la France n'a pas à être la vache à lait de l'industrie de l'armement américaine. Exactement, mais regarde, même sans être un politique qui veut sortir de l'OTAN ou de l'Union européenne, un social-démocrate de base, Sanchez, en Espagne. Les Espagnols, sans être des bolcheviques ou des frexiteurs, des espaniteurs frénétiques, eux, ils arrivent sans aucun problème à négocier autrement avec l'UE les coûts de l'énergie, on l'a vu, et de dire, non, on ne va pas dépenser 5% du PIB, et ils disent, poliment, mais ils ont dit merde à Trump. Bah oui, on peut quand on veut. Ouais. Voilà. Mais bon, il n'a pas reçu le prix du Global Citizen Award. Peut-être ceci explique cela. Et il faudrait qu'ils y pensent pour le prochain palmarès, parce que ça aussi, c'est de la corruption. C'est pas sérieux que le président en exerce ce genre de prix. Je parle pour une nation comme la France, c'est pathétique. Il n'y a même plus l'inféodation d'Emmanuel Macron à Washington, c'est signé publiquement. Puis en plus, il a obtenu en même temps que Milei. C'est bien. Oui, c'était ça. Et avant lui, c'était Giorgia Meloni des mains d'Elon Musk l'année d'avant, voilà. et Albert Bourla des mains d'Ursula von der Leyen l'année d'avant. Enfin bon, c'est un petit club en fait de global citizens qui sont tous des lobbyistes de Washington en quelque sorte. C'est écrit dessus. Sur des lobbyistes de Washington. Oui, mais on fait comme si c'était normal. Et à partir du moment où on critique cette mainmise, cette ingérence étrangère américaine sur la politique française, mais on pourrait parler aussi de l'ingérence israélienne aux États-Unis, avec l'EPAC, qui compte aussi de manière très lourde sur les congressmen, rien ne se passe. Et si on ose critiquer nos chers lobbyistes de Washington, on passe pour des agents russes. Et là, Georges, tu cherches quand même les emmerdes, et je te tutoie, excuse-moi, parce que tu étais à Moscou il y a quelque temps pour la semaine de l'énergie, et il t'est arrivé une péripétie. Est-ce que tu peux en parler avec nous? Oui. Alors juste, je voulais préciser un truc. C'est pas tellement anti-américain, parce qu'on dit Washington, mais en fait, c'est surtout les multinationales américaines et le lobby militaro-industriel, parce qu'aux États-Unis, il y a des gens. Et c'est pas pour rien que j'ai commencé à parler que j'ai introduit en parlant de Dwight Eisenhower, quand même, président des États-Unis. Ouais. Oui. Il y a à cette époque-là, et il y a des gens aujourd'hui, y compris dans l'équipe de Trump, des gens qui ne veulent pas ça, parce que c'est pas du tout dans l'intérêt des États-Unis. Les gens se rendent compte que la guerre en Ukraine ou je ne sais où, au fin fond de la Syrie, n'a aucun intérêt pour les États-Unis stratégiquement. Ça n'a d'intérêt que pour des gens qui veulent vendre des armes. Mais évidemment, c'est compliqué, puisqu'ils sont intriqués dans l'appareil d'État avec des néocons qui, eux, poursuivent cette ligne-là. Donc oui, j'étais à Moscou. Alors bon, ça a mal tourné, parce que je me suis retrouvé à l'hôpital, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais j'ai réussi à couvrir au début la semaine de l'énergie russe, qui a été un sort de mini-sommet des BRICS sur l'énergie, parce que je voulais aller voir de moi-même, rencontrer les gens qui s'occupent du nucléaire, du gaz, du pétrole, pour me rendre compte, en tant que journaliste, je pense que les journalistes doivent faire ça. Alors, j'ai vu aucun journaliste français. Aucun? Même pas le correspondant du Monde? Il passe comme ça, mais je suis resté 3 jours. Je voyais le journaliste de Reuters ou de CNN faire leur travail. Alors, quelle que soit la ligne qu'ils vont défendre. Enfin, ils étaient là au moins, ils posaient des questions, ils rencontraient les gens. Mais les autres, non. Donc, c'était intéressant de voir qui est là, quel pays était là. Et j'ai pu assister, alors pas directement évidemment, mais à l'entrée et à la sortie,
par exemple, des Vietnamiens qui rencontraient la direction de Rosatom. Rosatom, c'est nucléaire. l'énorme entreprise d'État qui gère le nucléaire. Et ben, ils ont signé un accord stratégique. Donc, il va sûrement se convertir en une nouvelle construction de centrales nucléaires dans le monde, puisque Rosatom est le leader mondial des constructions de centrales nucléaires. Ça aurait dû être nous, parce qu'on avait l'avantage en l'an 2000. Mais bon, on a tous abordé. Donc, les Russes en ont largement profité. Eh bien, là, il y avait énormément de représentants de pays africains et de pays asiatiques. Et visiblement, tout le monde signait des contrats pour acheter du gaz et du pétrole. Que ça passe par des flottes fantômes ou par des oléoducs et des gazoducs sur le continent asiatique, ça c'est après, c'est leur problème et c'est eux qui organisent leur contournement des éventuelles sanctions. Mais ça ne respirait pas le problème, hein, on va dire, de ce point de vue, quant à la vente du gaz et du pétrole russe, et encore moins du nucléaire russe. Et donc, assez rapidement, on se rend compte du volume de propagande absurde qu'on a chez nous. Parce que, surtout si la Russie est un adversaire, imaginons qu'elle le soit. Alors, c'est encore plus important de savoir ce qui réellement se passe. Et pas d'être comme Renaud Pilat sur LCI qui regarde son téléphone et qui imagine une attaque par les Alpes, les Carpates. Par Milan, Grenoble, qui s'arrêtent aussi au Buffalo Grill, hein, à côté de Grand Place, et puis après ils seront directement à Paris, évidemment. Voilà. À propos de propagande, je vais te passer une vidéo que vient de publier ce matin Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères. Tu vas voir, on va en discuter après. C'est bon, voilà. J'ai coupé la musique parce que c'est angoissant. Alors, c'est sous-titré en anglais, malheureusement, mais l'idée, c'est de dire que le 19e paquet de sanctions marche. Hein, voilà. C'est une vidéo de la Commission européenne, je pense, avec les mesures. Hein, voilà, donc l'interdiction du pétrole russe en 2027. Pas de flotte fantôme. Les transactions avec les entreprises russes interdites avec les États tiers. Voilà. Encore plus de sanctions. Ensemble, l'Europe et ses alliés font tous leurs efforts pour arrêter la machine de guerre russe et forcer Moscou aux négociations de paix. Voilà, ça c'est donc notre cher ministre des Affaires étrangères qui relaie donc une vidéo en anglais tranquillement ce matin. Pourquoi la France s'est-elle embarquée vent debout dans ce soutien illimité à l'Ukraine avec la Commission européenne, avec les milliards que ça implique, avec les milliards dans l'OTAN, mais aussi les milliards qui partent en Ukraine? Et là encore, j'imagine qu'on va avoir quelques surprises, sachant qu'aujourd'hui, il y avait quand même une main tendue par Donald Trump pour un processus de paix. Est-ce qu'aujourd'hui, les Européens, Merz, Starmer, Macron, veulent faire capoter les discussions pour la paix en Ukraine? Oui. Eux veulent faire capoter les discussions pour la paix en Ukraine et ils le font de manière assez efficace depuis le début, depuis le mois de mars-avril 2022. On se souvient, c'était Boris Johnson qui avait, pas que lui, mais il était le représentant qui avait Zelensky dans sa volonté de signer un accord de paix avec la Russie juste après le début du conflit. Ça aurait sauvé beaucoup de vies. Et la Russie l'Ukraine n'aurait même pas perdu le Donbass, puisque dans l'accord de négocier à ce moment-là, il s'agissait que l'Ukraine reste neutre et d'accepter la perte de la Crimée. Enfin, la perte de la Crimée, bon, on va pas rentrer dans les détails. Sur ce que tu as envoyé, c'est intéressant, parce que Jean-Noël Barrot, en mai dernier, vous vous en souvenez peut-être, c'était le précédent ou l'avant-précédent sommet paquet de sanctions, il disait on va prendre la Russie à la gorge. Le maire, c'était mettre l'économie russe à genoux. Vous vous souvenez, avec les cols roulés et faire pipi dans la douche, tout ça. Visiblement, ça n'avait pas super réussi à l'époque. Prendre la Russie à la gorge en mai ne semble pas avoir beaucoup réussi non plus. Et donc, cette dernière vidéo est dans cette même logique communicationnelle.
qui fait sûrement rire les Russes, mais qui n'a... L'objectif est, c'est nous, les populations européennes. Ouais. C'est de dire, regardez ce qu'on fait, ça marche. Mais le 18e paquet de sanctions, le précédent, il devait être dévastateur? Non. Le 17e aussi. Le 15e. Le 13e, lui, le 13e était abominable. La Russie devait disparaître totalement. Le 9e était terrible. Le 6e, le 7e, le 4e, le 3e, le 1er. Que diable n'ont-ils tout de suite, dès le premier, mis en place les sanctions extraordinaires du 19e? Alors, Poutine rigolait, je ne sais pas si vous avez vu. Il a fait une vidéo, il a dit, parce que, et c'est réel, dans ce paquet de sanctions, c'est l'arrêt des ventes de toilettes et de sanitaires à la Russie. C'est vrai. Bon, il va se passer. Alors, si vous n'avez pas encore développé une industrie des toilettes sanitaires en propre, bah, ils le feront, mais sinon, je suis sûr que les Malaisiens, les Indonésiens, les Chinois seront ravis de leur vendre des toilettes. Moi, ce qui me fait rire dans la propagande qu'on a, parce que c'est vraiment un tissu de mensonges et d'approximations, et l'idée, c'est d'entretenir une peur, un panique des Russes dans la population européenne, particulièrement française, c'est le n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, on nous explique que la Russie est à bout, que son armée est complètement exsangue, que c'est une vieille armée avec des vieux tanks qui marchent pas, et puis le lendemain, sur LCI, on apprend qu'il y a des nouveaux sous-marins nucléaires, un nouveau programme de sous-marins, un nouveau missile nucléaire longue portée intercontinentale, que la Russie est en train de renouveler son armée, qu'elle n'a aucun problème. Alors, c'est vraiment totalement fou, en fait, le traitement de l'info, puisque c'est soit ils sont finis et on va gagner, soit ils sont tellement dangereux qu'il faut vraiment se protéger et se préparer au choc, comme le dit quand même le responsable des armées, et ça c'est inquiétant, dans 3 à 4 ans avec la Russie. Est-ce que, y compris le responsable des armées français fait de la propagande politique à dessein, ou est-ce qu'il est sérieux quand il parle de ce choc dans 3 à 4 ans? Bah, le général Mandon doit être l'un des plus atlantistes qu'on ait dans nos étagères militaires. En plus, un aviateur qui sont les plus intégrés depuis très longtemps dans le système OTAN, au point où souvent ils ne s'allient plus comme les Français, c'est-à-dire comme ça, mais comme les Américains, comme ça. Régulièrement dans les gardes à vous salués, il y en a plein qui font comme ça, à l'américaine. Bon. C'est parce c'est juste parce qu'ils passent le plus clair de leur temps dans des systèmes intégrés OTAN. Donc, ils saluent à l'américaine. Ouais. Bon, ça, c'était la boutade, mais c'est aussi dans les détails qu'on voit l'orientation des choses. Alors, Mandon est une créature d'Emmanuel Macron et il fait de la politique. Le boulot du chef d'état-major de l'armée, c'est de préparer l'armée et c'est d'être prêt et d'organiser nos armées pour réaliser les objectifs du politique. C'est pas de faire de la politique. Bon, donc il l'a fait sûrement à la demande d'Emmanuel Macron. On peut se bien demander pourquoi dans 3 ans ou 4 ans. Pourquoi pas dans 6 mois. Pourquoi cet horizon? Parce que ça, je me suis posé la question. Ils récitent tous, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un élément de langage dans 3 à 4 ans, hein, et 2030. C'est les 2 dates clés vraiment où il faut être prêt pour 2030, c'est dans 3 à 4 ans. Pourquoi ce temps-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, soit c'est comme les critères de convergence de Maastricht, ça a été fait sur un coin de table et puis on a choisi 3% parce que ça faisait bien, comme ça nous a été raconté par Fabius lui-même. Soit, en même temps, il y a un petit peu une logique, c'est que dans 3 ans, éventuellement, il n'y a plus Trump. Ouais. Oui. Dans 3 ans, on aura une réelle montée en volume des achats si on suit la pente qui a été décidée au sommet de l'OTAN, des achats d'armement. Dans 3 ans, alors par contre, dans 3 ans, l'Ukraine aura disparu, ça c'est ballot, ou au moins la moitié aura été conquise par les Russes, donc bon, c'est pas tellement pour l'Ukraine. Mais surtout, et là je voudrais insister là-dessus, c'est un peu effrayant et proprement délirant. Pourquoi? Parce que la première leçon, une des premières leçons qu'on apprend quand on est géopoliticien, spécialiste de défense ou à l'académie militaire, sur les questions de dissuasion nucléaire, c'est qu'on ne fait pas de guerre directe avec une puissance nucléaire. Et non. Parce que ça peut tourner mal.
Imaginons qu'il y ait une vraie confrontation entre la France et la Russie, et que, allez, par malheur, la Russie prend l'avantage sur nous, et qu'elle suit le plan de Renaud Pilat, après avoir envoyé la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche, tout ça, elle passe par Milan et elle rentre par Nice, bah, nos intérêts vitaux auront été largement menacés, et comme on sera en train d'être défait, nous serions incités à utiliser l'arme nucléaire. Eh oui. Ça sert à ça. Ou l'inverse, si les Russes se voyaient envahis, que Smolensk tombe, ils pourraient se dire, bon, on n'a pas 6000 têtes nucléaires pour rien. Eh oui. Et donc là, c'est game over pour tout le monde. D'ailleurs, il se fait qu'hier soir, j'ai pris comme ça, j'ai regardé un film sur Netflix de la réalisatrice Catherine Bigelow. Et il faut vraiment que tout le monde le regarde, surtout les jeunes, parce que la peur du nucléaire, de la guerre nucléaire, a visiblement quitté beaucoup de plateaux télé et en tout cas la conscience des jeunes. Et le film est très très bien. En fait, on s'en fout, c'est même pas le sujet. Il y a un missile à charge nucléaire qui est en train d'arriver sur les États-Unis. Ouais. On ne comprend pas bien si c'est les Chinois, les Russes, ils ne comprennent pas bien, même les Coréens ou des terroristes. Ils ne savent pas, mais ça leur arrive sur la gueule. Et s'enclenche toute une ville américaine va disparaître, et s'enclenche tout un système qui est, elle montre très bien la montée en puissance de l'appareil de logique de défense des États-Unis. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a eu la séquence Tomahawk. Donc, fort heureusement, on est sorti parce que les Russes ont dit, bon, écoutez, là, je caricature, on va être dans la situation du film de Catherine Bigelow. Une maison qui s'appelle House Full of Dynamite, une maison pleine de dynamite, parce que c'est exactement ce qu'est notre planète. Oui, c'est ce qu'on vit actuellement, ouais. Voilà, les missiles Tomahawk, c'est un peu vieux, hein, c'est fin des années 70 en conception, donc ça a quasiment 50 ans, comme moi, et ça va pas très vite. C'est plus ou moins facile à abattre, même si c'est une arme quand même très sérieuse. Donc vous ne pouvez pas en tirer un seul, vous en tirez des grappes, 10, 20, 30, 40. Ah oui, à 2 millions. Le truc, c'est que le Tomahawk. Ouais, ça fait quand même. Non, c'est cher, mais surtout le problème du Tomahawk, contrairement à d'autres missiles, peut être à charge nucléaire. Ah oui. Et ça, on ne le sait pas. Alors que vous aimiez les Russes ou pas. Et surtout si vous n'aimez pas les Russes. Bah, imaginez-vous au Kremlin, et puis il y a 40 missiles Tomahawk qui arrivent sur vous, sur des centres militaires importants ou vos villes. Vous faites quoi? Eh bien, vous faites comme les Américains dans ce film. Vous montez en alerte, vous faites décoller vos bombardiers stratégiques nucléaires, vous envoyez les codes à vos sous-marins nucléaires en disant si par hasard ce sont des trucs nucléaires, on tire, et puis vous dites peut-être qu'il faut faire une frappe préventive, parce que si on sait se taper en premier, voilà. Donc c'est complètement délirant, de parler de conflit direct avec la Russie. Ça n'est pas possible. Comme on ne peut pas faire de conflit direct avec la France, ni avec les États-Unis, et quand par malheur des nations récemment nucléaires comme le Pakistan et l'Inde se font un conflit, les Chinois, Xi Jinping, Poutine, Trump les ont très très vite appelés pour leur dire hey, on ne peut pas. Vous avez de l'arme nucléaire, on ne peut pas, vous vous arrêtez vite. Et ils ont arrêté vite. Même s'ils n'ont pas réglé leurs problèmes, ils ont arrêté parce que la conséquence, c'est si ça se tourne mal, l'un va utiliser l'arme nucléaire parce qu'il est en position stratégique difficile. Justement, l'arme nucléaire, c'est un vrai sujet parce que Emmanuel Macron, qui reste en poste, hein, malgré le fait qu'il soit rejeté par 90% de la population française, qu'il n'ait pas de majorité, a prévu un discours en janvier pour changer la doctrine nucléaire. On a l'impression qu'il va brader la dissuasion nucléaire française à l'Europe. Ça veut dire que là, très rapidement, si l'Estonie parle d'un vol de bombardiers russes au-dessus d'une petite île militaire, etc., on pourrait rentrer dans une confrontation nucléaire encore plus facilement qu'aujourd'hui. Exactement. Et normalement, la doctrine nucléaire française a été fort logiquement pensée dans les années 50 par nos stratèges comme la défense de nos intérêts vitaux. Bien sûr. Et ce qui est fort logique. Donc oui, non, c'est... Alors le problème, encore une fois, c'est quand on regarde le concret, on n'a pas remis le service militaire obligatoire, il n'y a pas de réelle mobilisation des réservistes, on n'a pas tout à coup on n'a pas fait comme les Russes, plein de lignes de fabrication d'armement, donc tout ça est un peu fictif en fait, un peu irréel. Donc c'est plutôt de la communication, mais on joue à un jeu là, qui, justement, s'est joué avec des allumettes dans une maison pleine de dynamite. Et
la mauvaise communication, l'enchaînement de mauvaises informations, l'enchaînement de mauvaises armes qui ont été données aux mauvaises personnes et puis qui se mettent à les tirer, peut entraîner des conséquences extrêmement graves pour tout le monde. Je vais revenir parce qu'on n'a pas fini sur la vidéo là, de Barreau. Oui. Mais c'est faux, en fait. D'autant plus que j'étais en Russie. Alors, ce qu'ils ont pu voir, éventuellement, c'est qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en essence dans la région de Krasnodar. C'est une région qui est collée à l'Ukraine, parce que c'est là où il y a eu le plus de raffineries qui ont été tapées. Ouais. Donc, oui, à des endroits, ils ont des queues, parce qu'ils ont des complications en approvisionnement. Il y a des telles mesures de sécurité que ça rend les choses plus compliquées. Et dans le reste de la Russie, il n'y a pas ce problème. Absolument pas. Enfin, en fait, la Russie n'est pas isolée. Non, mais en plus, elle n'est pas isolée, mais c'est faux, en fait, que l'économie ne va pas. Il suffit, j'allais dire, ceux qui vont en Russie, mais il suffit de lire le rapport du FMI. Mais pendant ce conflit, la Russie est devenue la 4e puissance économique mondiale. Et c'est intéressant, selon toi, cette schizophrénie. Et tiens, c'est amusant. Il y a un ethnologue russe qui a développé un terme. Je ne sais pas si tu as entendu parler. À partir de schizophrénie, il a développé le terme de russophénie. Oui, c'est un peu ça. La russophénie, c'est l'aptitude de la Russie, comme tu as dit, en même temps, de s'effondrer et d'envahir l'Europe. Ouais. Voilà. C'est vrai, c'est les seuls capables de ça. L'un et l'autre sont complètement contradictoires. Et quelque part, je crois que ça montre la détresse des Européens qui se sont par suivisme américain. Parce que la plupart de nos leaders, on a parlé de Macron, Merz, von der Leyen, sont des néoconservateurs, fondamentalement. Ont suivi les Américains, les Boris Johnson, les Starmer, se sont servis de l'Ukraine comme d'un proxy pour la Russie. Se sont engagés psychologiquement, politiquement, communicationnellement. On dit, si l'Ukraine est défaite, c'est la défaite de l'Europe, pas de l'Union européenne. C'est absurde, évidemment, ça n'a aucun sens. Ça sera la défaite de l'OTAN. Mais à force de le répéter, ça le devient. La propagande fonctionne. Moi, ce que je vois, c'est que la propagande fonctionne. Dans la population française, oui, mais quand même, il y a quand même, tu regardes les gens qui continuent de s'informer sur les mainstream, qui continuent de ne pas vraiment s'informer à la chose politique, ont une russophobie légère mais réelle, la peur du russe est revenue à la façon guerre froide, ont l'idée que l'Ukraine c'est l'Europe, alors qu'on est quand même dans un conflit slave de Mitteleuropa plus, ont l'idée aussi que c'est notre guerre, enfin ça rentre petit à petit, hein. Cette propagande elle est longue, mais elle a un but, c'est de faire accepter une guerre qui n'est pas la nôtre aux Français pour financer la machine à corruption qu'est l'OTAN et assurer des milliards aux propriétaires de Raytheon, Boeing et autres. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est que ça fonctionne dans une partie de la population et une partie malheureusement majoritaire. Tu crois? Parce que oui. Alors, ça fonctionne. Oui, le russe, bon, inquiète. Et puis ça se colle sur une vieille propagande anti-soviétique, donc il y avait un terreau. Mais il me semble qu'il y a eu un sondage récemment, il me semble, sur BFM TV, et c'était seulement 37-38% des Français considéraient la Russie comme une menace. Et pas les autres, donc c'est quand même 62%. Bon, alors, ça dépend des sondages, mais globalement, on est autour de 50, 51, enfin voilà, il y a quand même une courte majorité. Après, c'est des sondages, évidemment, il ne faut pas se fier aux sondages, mais il y a quand même ce terrain-là qui est creusé systématiquement, et par la classe politique, parce que comment expliquer le revirement géostratégique du Rassemblement national, avec un Bardella tout sourire face à Zelensky, et un axe maintenant totalement atlantiste, assumé, alors qu'il y a de ça quelques années, le RN, c'était le parti de la Russie, pour caricaturer les médias mainstream. Comment t'expliques ça, par exemple? Ça, j'explique par le fait que Bardella veut le pouvoir et il est intelligent. Et il s'est rendu compte que dans le cadre actuel, tu n'as pas le pouvoir si tu n'es pas un feudé à Washington. Oui, c'est clair, oui. C'est QFD. C'est la stratégie Mélanie. Mais voilà, c'est ça, exactement. C'est un Mélanie en pantalon. On disait l'inverse, c'est une fasciste en jupon. Lui, c'est une Mélanie en pantalon. Ouais. Idéologiquement, Trump, ça lui convient. Et il voit bien que aller à l'encontre de l'ensemble du lobby atlantiste,
c'est compliqué d'arriver au pouvoir, et puis c'est compliqué de gouverner après. Ouais. Donc, voilà, il déclare sa vassalisation. D'ailleurs, il est allé aux États-Unis, et ils ont reçu une multe fois Bannon. En Israël, on se rappelle de sa visite aussi en Israël, Bon, qui c'est était largement commentée. caricatural. Mmh. Les amis de Jean-Marie Le Pen, les vieux, ils doivent avoir, ça doit leur faire de la peine quand même, parce qu'ils aimaient bien écouter les chansons de la Wehrmacht et de la SS. Ça a dû les agacer un peu. Ça a beaucoup Mais changé. je suis même pas sûr qu'il ait quelque chose à faire d'Israël. Ce que tu dis, en fait, il coche toutes les cases pour dire votez pour, filez-moi votre pognon, c'est moi le prochain, quoi. C'est juste ça, c'est ce que tu es en train de dire. Tout ce qui lui manque maintenant, c'est Bilderberg et Davos, quoi. Et après, il est sûr d'être dans le club de ceux qui auront le droit de jouer à je serai le maltraitant des Français. Mais encore une fois, il ne défendra pas les intérêts nationaux. Exactement. Et on le voit dans un certain nombre de ses votes au Parlement européen, et nombre de catégories populaires qui votent d'une certaine manière légitimement pour le RN parce qu'ils pensent que c'est un parti anti-système et qui va tout faire sauter, vont être cocus une nouvelle fois. Comme d'habitude. Et très sévèrement cette fois-ci. Mais voilà pourquoi Bardella fait ça, à mon sens. Et sur la propagande, tu disais que toi, de ton avis, elle s'essouffle et qu'elle devient contre-productive. Est-ce qu'à un moment, on va sortir quand même de cette folie parce que, comme tu le dis, il y a l'escalade nucléaire qui est à la porte, et des adultes vont arrêter les enfants dans leur jeu, dans cette maison pleine de dynamite, en disant « Stop ». Est-ce que Trump peut être celui-là, ou est-ce que Trump joue un double jeu avec d'un côté, je fais semblant de vouloir la paix en Ukraine, et de l'autre côté, j'engage les Européens et l'OTAN à continuer et à jeter de l'huile sur le feu, sachant qu'on vient d'apprendre ce matin que les États-Unis vont réduire leur présence militaire en Europe. C'est la Roumanie qui l'annonce à l'AFP ce matin. Donc, à quoi joue Trump? Est-ce qu'il joue avec les enfants, ou est-ce qu'à un moment, il va dire stop? Alors, pour les Européens, encore une fois, il y a deux raisons. Un, c'est que ce sont des gens qui ont été engagés massivement dans ce conflit en Ukraine. Donc, ils continuent. Mais surtout, l'Union européenne, c'était censé être la prospérité pour tous. Ça ne marche pas trop. Et si on prend le cas de notre pays, la France, on a une crise de la dette qui va exploser. On a une crise politique depuis un bout de temps. On n'a pas réellement de gouvernement opérationnel. On a un budget qui ne va jamais sortir. Puis s'il sort tel qu'il est annoncé, ça serait un des pires budgets antisociaux qui soit. Nos services publics s'effondrent, les infrastructures ne sont pas réparées. Beaucoup de jeunes qui sont au travail sont précaires, comme tu le sais très bien. Beaucoup n'ont pas accès au logement, il y a une crise de logement, et on est au bord d'une crise financière. N'en jetez plus. Macron, en parlant, et sa clique, Barrot et les autres, en parlant continuellement de guerre avec la Russie, permettent un peu dévier le tir et de ne pas s'occuper des problèmes principaux. Et on sait qu'en communication, toi qui as fait de la communication, c'est un vieux truc de la politique américaine, dès que ça ne va pas au niveau national, c'est quand même bien d'avoir une guerre ou un ennemi quelque part, parce que ça. Oui, mais là, ça en fait beaucoup, parce qu'on voit que les États-Unis sont en train de se positionner pour retaper encore sur le Venezuela. Visiblement, c'est le Venezuela qui est encore sur la liste. Alors, c'est tout le temps, c'est assez cyclique, mais là, ça chauffe. Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de dire, avec l'escalade au Venezuela, bon, on lâche l'Ukraine, démerdez-vous entre Européens, c'est plus notre problème? Ça, c'est clair. Alors, pour répondre à l'autre partie de ta question, et celle-ci, je pense que c'est les historiens qui le feront, donc on peut faire que des spéculations, et puis je ne déjeune pas tous les matins avec Donald Trump. Alors, il a l'air quand même de loin... L'analyse première, ça a l'air d'être quelqu'un qui a l'air un peu loufoque, fantasque, incohérent. Mais en fait, je pense en réalité qu'il est dans une situation très compliquée. Il a des objectifs pour les États-Unis qui ne sont pas ceux des néoconservateurs, qui ont largement le contrôle de l'État américain. Lui, personnellement, il a donné suffisamment, même lors de sa première présidence, de signes que il comprend que l'hégémonie totale américaine est finie, qu'on est dans un monde multipolaire, il le disait déjà en 2017. Que les Européens n'ont qu'à se débrouiller, même si c'est sympa qu'ils achètent des armes américaines, et beaucoup, parce que ce sont du toutous, et que dans un rapport de force global avec des puissances qui peuvent rivaliser, ou au moins partiellement, comme la Russie, comme la Chine, l'Inde,
demain sûrement un pays d'Afrique, eh bien, il faut qu'il ait son bloc à lui qui soit puissant. Et c'est la doctrine Monroe. 1823, l'Amérique du Sud, c'est les États-Unis. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui en même temps peut satisfaire les néoconservateurs classiques américains. Les États-Unis ont organisé pendant des décennies des dictatures en Amérique latine, en Argentine, au Brésil, en Bolivie, au Nicaragua, au Panama, enfin partout. C'est ce pauvre président Diaz qui disait le Mexique est si près, si loin de Dieu, si près des États-Unis, et qu'il doit avoir un contrôle. Et on le voit avec Milei. Ouais. Ah ben, 20 milliards. Le soutien massif. Elon Musk. Là, d'ailleurs, quand on parle d'ingérence, j'ai fait un papier sur notre site. Quand on parle d'ingérence russe ici ou là ou en Roumanie, en Argentine, il va verser 2 fois 20 milliards. Et il dit il n'y a plus aucune aide si vous n'élisez pas le bon Milei. Et puis Elon Musk, il reçoit sa tronçonneuse d'or. X, ex-Twitter, diffuse en boucle des trucs pro-Milei. Bon, c'est minimum, ça s'appelle l'ingérence. Bon. Pourquoi? Parce que l'Argentine devait rentrer dans les BRICS. Ça a été décidé au sommet des BRICS d'août 2023 en Afrique du Sud. D'accord. Hop, ils n'y sont pas allés. Gouvernement de gauche en Colombie, c'est pas bien. Il y a une attaque verbale. Venezuela, il faut savoir, parce qu'il faut vraiment que ça rentre dans l'analyse. Le Venezuela, c'est la plus grande réserve avérée de pétrole au monde. Oui. Elle dépasse la réserve cumulée de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Il faut y aller. Voilà. C'est-à-dire 303 à 308 milliards de barils de pétrole. C'est fou. Quoi faire. Hein. Donc, et d'ailleurs, un petit clin d'œil, quand von der Leyen a signé le magnifique accord avec Donald Trump, elle a entre autres signé l'achat pour 3 ans de 750 milliards d'hydrocarbures américains. Je ne sais pas si tu te souviens. Et les analystes ont dit, mais les Américains n'ont pas 750 milliards d'hydrocarbures à vendre. Oui, mais rien ne dit que c'est que de l'hydrocarbure américain. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des calculs et que le Venezuela, d'ailleurs, celle qui a eu le prix Nobel de la paix, parce que c'était beau, ça aussi, le prix Nobel de la paix, donc une opposante à Maduro. Et je ne rentre pas dans les trucs de politique intérieure, c'est le bordel au Venezuela, c'est pas le problème, mais c'est juste une opposante. Elle reçoit le prix Nobel et 2 jours après, elle fait une vidéo, elle dit merci Trump. C'est Trump qui aurait dû recevoir la vidéo, mais quand je serai présidente, les multinationales américaines pourront venir développer, exploiter le pétrole on se rappelle tous aussi de Juan et gagner beaucoup d'argent. Et ils pourront gagner beaucoup d'argent. Qu'est devenu Juan Guaido aussi, qui était l'opposant en carton qui avait été mis en place par les États-Unis déjà au Venezuela. Guaido. Qu'est-ce qu'il est devenu? Je crois qu'il est en Espagne avec les autres. Après il succède parce qu'il y a eu un autre qui était le candidat à la dernière présidence. En fait, c'est pas très grave. Mais elle a bien. Je pense. Elle a reçu le prix Sakharov du Parlement européen. Elle a reçu le prix Václav Havel de je sais pas quoi du Conseil de l'Europe. Et elle a reçu maintenant le prix Nobel. Donc bon, comme là on voit la préparation quand même d'une candidate. On met le paquet, on mise sur un changement de régime au Venezuela avec l'aide de la CIA. C'est quand même, c'est caricatural, mais pourtant. Là, c'est même plus la CIA. Au moins à l'époque, avec Kissinger, ils faisaient des trucs bien. Il y avait la CIA, c'était un peu en secret. Là, ils envoient un porte-avions le plus gros du monde pour combattre le narcotrafic. C'est un peu comme si tu luttais contre le deal de drogue au Hall en mettant un Charles Leclerc. Ça a à peu près la même utilité. Ça peut en effrayer un ou deux, mais ça ne sert à rien pour la lutte contre la drogue. Bon, passons. Donc, on voit qu'il y a Et puis, il y a eu l'affaire avec le Brésil. Au moment du sommet des BRICS, on y était avec mon compère Pedro de Fréquence Populaire en juillet dernier. Donald Trump a très très bien compris ce qui se passait. Et immédiatement, il a réagi. On va faire des tarifs contre le Brésil. Lula, c'est un salopard. Je soutiens Bolsonaro. C'est mon candidat pour l'élection de 2026. Donc, on voit qu'il y a une focale trumpienne sur le précaré historique américain. Et il a bien compris que la guerre en Ukraine est perdue et il faut qu'il s'en dépatouille. Et il est en train de s'en dépatouiller. Et puis, peut-être ça lui est arrivé dans les oreilles que le principal problème du déficit américain, qui est colossal, il vient de passer des nouveaux records.
contrairement à ce que promettait Donald Trump, c'est pas le Doge et Elon Musk qui va résoudre le problème. Non. En virant une institutrice qui bosse pas et puis deux gratte-papier et des contrôleurs de papier, de gomme et de crayon dans un bureau. Ça c'est un peu. Ce qui coûte énormément d'argent aux États-Unis, c'est leurs 800 bases militaires à travers leur monde. Les 500 000 bonhommes qui tournent à travers le monde à faire des guerres ou pas faire de guerre. Et réduire la voilure de l'armée américaine, parce que c'est ce que tu disais en Europe, donc là, qui vient d'être annoncé, mais ça fait 6 mois maintenant, c'est quand même qu'on se dirige vers ça, eh bien, ça permet, un, des économies, deux, de stresser un peu plus nos Européens qui sont déjà très, très stressés, qui sont déjà très volontaires pour acheter du matériel militaire. Il y a, vous voyez, les gars, hey, aligne les bifetons, parce que là, moi, j'enlève les GIs, et puis démerden zizich, avec la plus grosse armée allemande, et puis les Français qui vont acheter des trucs. Donc c'est cohérent du point de vue de Donald Trump, mais je pense qu'il est en friction avec l'ancien appareil d'État néoconservateur qui quand même tiennent les deux chambres. Parce que même s'il a la majorité au Sénat et au Congrès, les idées de... C'est pas Trump qui a eu l'idée de faire les taxes secondaires. Je sais, il y a beaucoup de journalistes qui ne font pas le suivi, mais c'est Lindsey Graham et Blumenthal, les congressmen et sénateurs américains, qui mènent la danse au Congrès et au Sénat. Et bien qu'il ait une majorité républicaine, il y a une majorité de congressmen et de sénateurs républicains et démocrates qui veulent, un, soutenir massivement Israël, ça c'est clair, pour faire la guerre à l'Iran, le Grand Israël, tout ce que tu veux, et continuer la guerre en Ukraine. Donc je pense que Trump, il switch en essayant de convaincre l'appareil militaro-industriel. Regardez, j'ai trouvé une technique sans qu'on s'engage trop en Ukraine pour que ces abrutis d'Européens nous achètent plein d'armes, mais nous on se dégage parce que j'ai pas envie de perdre une guerre. Il a bien raison parce que c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, parce que et par contre, je propose une nouvelle belle guerre réaliste, celle-là. Voilà, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, les Mandons et les Macron. Il faut faire la guerre à la Serbie, il faut faire la guerre à la Libye, il faut faire à la Syrie, des pays à notre portée, qui n'ont pas d'armes nucléaires. Le Venezuela, c'est bien. C'est un bon pays pour faire une guerre. On ne va pas faire la guerre à la Russie ou à la Chine, ils ont des armes nucléaires. Il faut vraiment être complètement con, stratégiquement. Et donc, je pense que Trump ne l'est pas et qu'il s'adapte et il dit ça, c'est gagnable et on peut, pas à pas, on vient déjà de remporter l'Argentine, on maintient notre présence, pas à pas. On va refaire de cette zone qui est quand même intéressante économiquement, la nôtre, et on pèsera très lourd dans le monde multipolaire. Ouais, parce que ce qu'il veut, c'est ça, c'est rester la nation numéro 1 face aux BRICS, face à la Chine, et éviter toute cette coalition qui pourrait aujourd'hui être un danger pour l'économie américaine. On peut pas lui en vouloir, Donald Trump. C'est un président américain, il n'y a rien d'autre à attendre d'un président américain que de défendre ses intérêts, coûte que coûte, quel qu'en soit le prix. On a l'impression de le découvrir à chaque fois, mais c'est pas nouveau. Le problème, c'est que les Européens jouent à ce jeu-là en tant que vassaux. Et nous, à jamais, on défend nos intérêts, j'ai l'impression. C'est ça qui m'énerve, en fait, systématiquement dans la géopolitique. On est d'accord. Je trouve que d'ailleurs, entièrement d'accord avec toi, c'est bien le problème. Et quand on prend un pays comme l'Inde, qui est la Chine ça sera la Chine dans 20 ans. Donc ils sont encore sympas, mais bientôt on va trouver qu'ils sont méchants, on regardera Indiana Jones et le Temple maudit, on se dira qu'ils mangent des gâteaux secs, c'est des trucs horribles et tout ça, c'est des gens pas bien. Et pour moi, ils sont sympas, donc on a une vision un peu néocoloniale. L'Inde, par exemple, a une politique gaullienne. Ils achètent des Rafales à la France, ils achètent du pétrole aux Russes, ils trouvent des accords avec les Chinois, ils veulent coopérer avec les Américains. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'avec les néoconservateurs, ils font une tension telle qui crée des ennemis là où il n'y en a pas. Les gens, enfin, tout ce que j'ai vu dans les différents groupes BRICS, représentants des pays BRICS que j'ai rencontrés dans les différents sommets, mis à part la Russie, pour une raison compréhensible, parce que c'est un petit peu tendu en ce moment, vu la guerre en Ukraine, quel conflit ni commercial, ni réel, ni avec l'Europe. Ils veulent faire du business. Bien sûr, ouais. Juste, ils veulent qu'on sorte d'un monde où tout est décidé par Londres, Paris, Berlin et Washington. Parce qu'ils disent,
oh, quand même, on est 7 milliards sur la planète, un peu plus nombreux, et puis on pèse plus lourd économiquement qu'il y a un siècle. Les choses ont changé, et souvent leurs demandes sont très très modérées. C'est avoir plus de droits de tirage au FMI, une place supplémentaire au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a pas de déclaration de guerre. Et je pense que Trump le comprend très bien, en fait. Et il installe, c'est ma vision de Trump, hein, installe dans une logique multipolaire qu'il a déjà acceptée il y a 8 ans, les États-Unis pour qu'ils nous soient hémoniques, mais promis. Et comme il fait son boulot de président. Voilà. L'autre boulot du président, c'est d'éviter une guerre nucléaire dans laquelle sera engagé son pays. Et là où on voit que notre Macron est hors sol. Un, il ne s'occupe pas des intérêts de son pays, il s'occupe des intérêts plutôt, encore une fois, des multinationales derrière Washington. Et deux, il prend des risques complètement inconsidérés, comme Starmer, comme Merz, avec un pays qui a quand même 6000 têtes nucléaires, ce qui est délirant. Et je souhaiterais rappeler que quand en 2017, je m'occupais des questions de défense pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon avait surpris tout le monde pendant les débats, tu te souviens? Et on avait parfaitement raison. Il disait, il faut qu'on ait une grande réunion en Europe avec la présence évidemment des États-Unis et des Russes pour faire une nouvelle architecture de sécurité et régler les problèmes des frontières, des désaccords divers et variés. Sinon, ça va finir en guerre, a priori en Ukraine. C'est QFD. Ben voilà. Et on en est exactement au même endroit. On ne pourra pas faire de guerre avec la Russie, ou sinon il ne restera plus que des mouches et des scorpions et des cafards sur la surface de la Terre, ce qui n'est pas très intéressant. Et il faudra trouver de toute façon, à un moment donné, une forme d'accord. Voilà. À ce près aussi que les États-Unis, ils sont bien contents parce qu'ils ont quand même réussi un objectif stratégique qui était de casser l'appareil industriel allemand. Ça aussi, c'est atteint. Alors ça a été mené sous Obama, Biden et finalisé sous Trump, en cassant le cordon ombilical énergétique qu'avait l'Allemagne avec la Russie. Donc maintenant, ça se désindustrialise à vitesse accélérée. Les entreprises partent aux États-Unis. Donc, les Américains font leur boulot. Nord Stream a été détruit par les Américains, évidemment. Tout ça. D'ailleurs, c'est drôle, officiellement, c'est détruit par l'Ukraine. Oui, par un commando un peu particulier. Je voulais te montrer une vidéo pour finir, parce qu'on parle de la mise à genoux de l'économie russe, etc. C'est la France, et aujourd'hui, un Français sur 3 qui peine en fait à avoir les moyens de se chauffer, tout simplement. Voilà. Donc, c'est le JT de France 2. Il y a 24 heures, Maël Ouel et ses enfants ont failli ne plus avoir d'électricité. Leur fournisseur d'énergie leur réclamait plus de 2300 €. Les factures s'accumulent depuis plus d'1 an pour cette maman. Incapable de payer, la puissance de son électricité a été réduite hier. Alors voilà, c'est le coût de l'électricité en France aussi. Un débat qui est un non-débat, puisque ne faut pas en parler. C'est le marché de l'énergie européen, et c'est formidable, c'est bon pour nous. Qu'est-ce que ça t'évoque en fait? C'est tragique ce reportage, puisque cette famille est dans le cas de nombreuses familles françaises aujourd'hui, et pourtant les politiques ne font rien. Alors il y a le chèque énergie qui va mettre du temps à arriver et qui ne permet pas de se chauffer tout l'hiver. Non, le chèque énergie va aggraver la dette de l'État. Enfin, c'est pas ça la solution. C'est à chaque fois Macron il fait un petit chèque pour gagner un peu de temps. Oui, c'est terrible. Alors, je crois que ce n'est pas le premier reportage, Alexis. Il me semble qu'en 2022, c'était 12 millions de Français qui ne pouvaient pas se chauffer l'hiver. Qui s'est passé à 14, et maintenant on est à 16. Ne se chauffe pas. Alors c'est bien, il y a un certain Bruno Le Maire qui leur a donné des consignes. Vous mettez des cols roulés, des écharpes, des couvertures, tout ça qu'on va permettre de lutter contre la Russie. C'est vrai. On en rigole, mais c'est honteux quand même. On est toujours censément la 7e puissance mondiale, on est la 5e puissance militaire mondiale, toujours. C'est inacceptable. Et d'autant plus que nous, on n'est pas complètement idiots, un peu, comme les Allemands, qui ont détruit leur nucléaire et ouvert des dizaines de centrales à charbon
qui fait qu'ils font 20 fois plus de CO2 que nous. Nous, on a du nucléaire. Sauf que les réglementations européennes, les réglementations de libre-échange, le copinage fait que, au lieu d'avoir EDF, qui a un monopole et qui produit de l'électricité compétitive et avantageuse pour nos entreprises et pour les Français, eh ben, on est inscrit dans la fixation européenne du prix de l'énergie, qui est indexé sur le gaz. C'est génial, c'est le truc qui est plus cher à la fin. Et on a créé quelque chose qui, même pour un libéral économique, est délirant. C'est-à-dire que il disait qu'il voulait la concurrence libre et non faussée. Alors, sauf que là, il crée une concurrence imposée et totalement faussée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir celui qui produit, il vend, ils disent non, Jean-Jean, EDF, tu vas produire à 50, mais tu vas revendre à 45 ou à 42 à d'autres entreprises qui vont distribuer aux Français de l'électricité, qui eux le vendront à 120, 150, 230. Oui, des courtiers en quelque sorte, hein, puisque c'est pas eux qui produisent. C'est fou. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour les Français? Zéro. Donc, il faut régulièrement revenir en arrière avec des petits chèques, des machins, des avantages particuliers pour les boulangers ou pour cela, mais ça n'a aucun sens. C'est pas une politique, ça. C'est du gribouille. Et le principal problème est là. Et il y a encore une possibilité pour la France. La fenêtre est très courte. Elle est de 4-5 ans. Après le choc, après le choc avec les Russes, 3-4 ans. Voilà. Mais parce que les Européens n'ont pas beaucoup de ressources. Ouais. Et la France a quand même plusieurs avantages encore. Nous avons un nucléaire, même si la filière nucléaire a été largement sabordée, on n'a pas assez d'ingénieurs, de techniciens, mais elle existe. Donc on peut avoir quelque chose de compétitif en Europe et dans le monde. Et si on met les moyens, à terme, on peut rivaliser à nouveau avec Rosatom. Et en plus, on a les Outre-mer qui nous permettent d'avoir, maintenant il me semble que c'est le premier, c'était jusqu'à pas longtemps, c'était le deuxième, mais je pense qu'avec le changement sur la loi de l'ONU sur le plateau continental marin, on est devenu première surface maritime mondiale. Donc on a accès à toute une série de ressources qui nous permettraient, avec des politiques qui s'occupent de l'intérêt du pays, d'avoir quelque chose pour se relancer. Voilà. Mais ça implique de sauver EDF, d'en faire une filière nucléaire qui fonctionne, monopolistique, et dont l'objectif est, tout en ne se ruinant pas, parce que là en plus ils ont ruiné EDF, c'est ça qui est génial, c'est les Allemands qui ont voulu casser EDF, tout en ne se ruinant pas, de produire l'énergie la moins chère pour nos entreprises, nos artisans, nos PME et les Français, et d'arrêter d'avoir cette honte de mamans qui ne peuvent pas chauffer leurs gamins. Enfin, c'est inacceptable. Mais le pire, c'est qu'on a affaire... Ça devrait sortir des fourches, c'est pas normal. Non, mais je veux dire... Il n'y a aucune raison pour ça. Si on était en guerre, si on était bombardé, si je sais pas, voilà. Il y a eu les gilets jaunes. Oui, mais il y a eu les gilets jaunes, hein, tout était dit. Dès 2018, les Français avaient compris que Macron était un danger et devait être dégagé le plus rapidement possible. Ils ont été massacrés par une répression d'État sans nom. Depuis, c'est de pire en pire. Et il y a plein de mouvements de grande ampleur pour dire stop. Je rappelle que les gilets jaunes, c'est une taxe carbone sur le carburant. Là, on en est à ne plus pouvoir se chauffer avec 8 ans de Macron. Et on en est avec une commission européenne ultra puissante qui s'arroge des pouvoirs qu'elle n'avait pas. Aujourd'hui, le plan d'Ursula von der Leyen, c'est de nous couper du pétrole et du gaz russe à horizon 2027. Ça veut dire que l'industrie allemande s'effondre. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que l'énergie va exploser. On n'est pas producteur d'énergie. À part le nucléaire en France et le charbon en Allemagne, on n'a aucune ressource en Europe. Donc, c'est un suicide. J'ai pas d'autres mots. Pourquoi personne n'arrête ça? Pourquoi? Enfin, personne qui politiquement a les moyens d'arrêter. Je parle aux députés européens, je parle aux responsables politiques dans les pays européens qui pourraient dire stop. Pourquoi ils acceptent ce plan de suicide du temple solaire? Enfin, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi, encore une fois? C'est parce qu'une partie d'entre eux je pense, sont des agents, sont des gens qui sont achetés, qui sont au service des États-Unis. Voilà. Encore une fois, de Glucksmann à sa manière à Bardella, en passant évidemment par Macron, ce sont des gens qui ne servent pas les intérêts ou ne serviront pas les intérêts de ce pays.
qui implique de dire merde, comme le faisait De Gaulle à certaines choses aux États-Unis, et de construire l'énergie et l'industrie qui est dans notre intérêt. C'est dingue. Moi, et tu vois, même l'un des problèmes que moi j'ai eu quand j'ai quitté la France insoumise, complètement incompréhensible, c'est illogique, c'est juste pour passer un accord avec les Verts. On ne se rend pas compte qu'on Verts sont peut-être le parti le plus abruti qu'on ait en France. Ils sont encore plus cons que les autres. C'est horrible. C'est à chaque fois pour passer des accords à avoir des bourgeois qui emmerdent les prolos à trier des trucs et à faire des ZFE. On s'aborde le nucléaire. Bon, c'est génial. La France insoumise veut arrêter le nucléaire. Donc en fait, si la France insoumise prenait le pouvoir, il faut vraiment le comprendre. Rien que sur ce problème. Je ne parle pas de tous les autres sujets, on s'en fiche. Juste sur celui-là, on est mort. L'arrêt du nucléaire, c'est ce qui se passe en Allemagne. Il faut se rendre compte que les Allemands, c'est des gens sérieux quand même. Ils travaillent, ils investissent. Ils ont mis 500 milliards dans les énergies dites renouvelables. Les moulins à vent et les trucs. On ne mettra jamais cet argent. 500 milliards, ils ont mis. C'est-à-dire 3 fois plus que tout le coût de l'énergie du nucléaire français. 500 milliards, ils ont mis pendant des années, et à la fin, ça ne marche pas. Non. Et ils ouvrent des dizaines de centrales au charbon. Donc, et c'est, comme tu dis, c'est suicidaire. Donc là, la France insoumise serait bizarre parce que ce serait suicidaire, mais sans même être vassalisée aux États-Unis. Ah, franchement. Ah oui, alors comment en plus, tu ne reçois même pas de prix. Mais ça c'est l'idéologie débile de la gauche qui veut faire une gauche plurielle avec les Verts. Ceux-là, il faut vraiment les décalquer. Il faut arrêter. Ils ne font que ça. En général, ce sont ceux qui retournent le plus leur veste. Oui. Le nombre de leaders des Verts qui sont devenus macronistes dépasse largement en proportion ceux du PS. Mais très loin. C'est clair. Ils sont moins nombreux. En général, ils finissent par défendre un truc qui est l'écologie, le capitalisme vert, qui est un immense n'importe quoi, une arnaque sans nom. Repeindre en vert des bateaux, des centrales qui crachent de la fumée noire. Okay. Ils piaillent et ils braillent tout le temps. Au Parlement, c'est abominable. Et leur objectif, leur seule union, parce que les Verts, c'est quand même entre le petit producteur qui veut défendre son terroir dans la Drôme et les